RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast de l'After dédié au football africain. Numéro exceptionnel, vous le savez, à quelques jours de l'ouverture de la CAN le 21 décembre prochain, avec la présentation de tous les groupes de la compétition. Voilà, une sorte de mise à jour géante avant le premier match, le match d'ouverture Maroc-Comores le 21 décembre à Rabat à 20h, heure marocaine, heure française. Évidemment, l'After y sera. Je vais vous détailler d'ailleurs dans quelques minutes notre dispositif pendant la CAN. On va parler du groupe A, le premier par ordre d'apparition, Maroc, Mali, Zambie, Comores, avec Hamza Ramani bien sûr qui est là comme lors de chaque podcast. Salut Hamza. Salut Gilbert, salut à tous. On a un invité aujourd'hui pour parler de ce groupe. Et là attention messieurs dames, contre-programmation. Tout le monde nous dit ouais le Maroc il va éclater tout le monde, ils sont trop forts, favoris pour tout quoi. Bon, ouais. Et ben nous on s'est dit tiens, et si on invitait un spécialiste du Mali Hamza. Voilà. Là c'est là. Merci à vous de m'avoir invité. Là on est ravis de t'avoir parce qu'il ne faut jamais oublier le Mali. Jamais. Même si parfois le Mali a tendance à s'oublier lui-même. Oui. Bon, évidemment. Donc là, t'animes des comptes réseaux sociaux qui parlent de l'actualité du foot malien. Oui, exactement. Donc j'ai créé la page Aigle du Mali sur la plateforme qui s'appelle X désormais, mais anciennement Twitter, en 2021 parce que on n'avait pas de plateforme ni de canaux qui relayaient l'actualité de notre football. Donc un jour comme ça, je me suis dit au lieu d'attendre que les autres le fassent, autant que je le fasse moi-même. C'est moi-même qui demande que je le fasse. Donc les Aigles du Mali, ça existe sur X, sur Insta, TikTok. Voilà. Bon. Et ben on va parler du Mali, entre autres, tout de suite. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Juste avant d'entrer dans les détails, je rappelle que pendant la CAN, RMC sera présent tous les soirs avec une émission spéciale à partir de 22h ou 23h après certains matchs, notamment après le match d'ouverture du dimanche 21, donc avec 1h, 2h certains soirs, quasiment tous les soirs 2 heures de CAN, d'analyse des matchs. Hamza sera présent, Walida Cherchour sera présent, Elton Mokolo, il y aura Cédric Kanté également avec nous, bref une belle équipe. Et puis ce sera une table ouverte, donc on recevra les supporters, on sera à Rabat dans un beau studio, donc vous serez évidemment les bienvenus si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter à partir donc du 21 décembre tous les soirs jusqu'à la fin de la CAN. Bon, évidemment, les questions traditionnelles pour chaque groupe seront les mêmes. Pour les 6 groupes que l'on présente, on va détailler qui est le favori selon nous du groupe, qui est l'outsider, le coach à mettre en avant, le joueur à suivre, le joueur révélation. Bon, Hamza, Alas, là, sur ce premier groupe, le favori du groupe, bon, bah là, c'est quand même assez évident que à domicile, les Marocains, normalement, devrait finir premier tranquillement. Oui, favori du groupe, le Maroc, et certains diront même favori de la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement, même si ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'objectif, je pense, pour la sélection marocaine de remplir cette armoire à trophées. Mais pour revenir plus... On en reparlera parce que peut-être que la pression peut être très lourde. Oui, évidemment qu'elle l'est, et elle le sera, et les Marocains eux-mêmes se sont mis cette pression, à commencer par Walid Regragui sur ses déclarations après la Coupe du Monde, notamment la demi-finale de Coupe du Monde. Maintenant, le Maroc, ce statut ne tombe pas du ciel. Il y a une demi-finale de Coupe du Monde, il y a des performances, il y a cette série de 18 victoires consécutives, ce qui est un record mondial. Et au-delà de ces 18 victoires consécutives, parce que certains vont mettre en doute la confrontation, l'adversité. Voilà. C'est-à-dire la 18 victoires, c'est pas contre l'Angleterre, le Brésil, la France, l'Italie. C'est surtout en plus 16, faut le dire quand même. 16 des 18 matchs se sont disputés à domicile au Maroc. En plus. Ce qui aurait pu poser problème sur une Coupe d'Afrique des Nations classique, là c'est une Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Donc, bravo pour ce record, je veux pas... oui, il faut les faire même les 18 victoires. Et moi ce qui m'impressionne surtout, c'est la stabilité défensive, parce que sur ces 18 victoires, il y a 4 buts encaissés seulement. C'est la force aujourd'hui de la sélection marocaine, cette stabilité défensive, avec des individualités. Yacine Bounou évidemment dans le but, je pense à Aguerd. Il y a l'incertitude déjà, oui, autour d'Aguerd, autour d'Hakimi sur le côté droit. Et là on a vu un retour lors de la dernière trêve internationale, qui n'était pas forcément prévu, je pense, par Walid Regragui. C'est le retour de Romain Saïs en défense centrale, et peut-être qu'il sera titulaire dès l'entame. Oui, il faut qu'il y ait plus Belgique d'Aguerd, ça peut avoir des conséquences sur le début de la compétition, voire même plus. Plus Belgique, tu sais jamais trop. Donc, évidemment, grand favori de la poule, le Maroc. Bon, c'est une machine de guerre. En plus, ils sont chez eux, ils ont le centre d'entraînement qui est incroyable, ils ont le public. Mais Las, toi qui vas évidemment soutenir le Mali,
Évidemment. Quand tu as trop de pression comme ça, parce que moi, on a visité il y a quelques mois, nous, le centre d'entraînement. En fait, partout dans le centre d'entraînement des Marocains, il y a une affiche avec l'équipe de 76 qui a gagné la CAN. Ok, donc il y a un facteur de motivation. En fait, et partout où tu vas, ils disent maintenant, on a tout mis à dispo. On a tout fait pour l'équipe. Maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut gagner. Les mecs, ils entendent ça du matin au soir. Moi, franchement, c'est un truc de ouf. En fait, c'est-à-dire que tu n'as pas droit à l'échec. Alors que, par exemple, les Maliens, ils vont arriver. C'est pas toute détente, mais enfin, globalement. Là, c'est sûr que la pression pour nous, elle sera, de notre côté, en tout cas, elle sera on va dire, elle sera moins amoindrie par rapport à celle des Marocains. Après, comme il disait Hamza, c'est vrai que le Maroc a mis toutes les infrastructures à disposition pour eux, pour leurs adversaires, etc. Je pense que même le fait d'accueillir même des équipes qui viennent, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas de stade homologué, donc qui viennent jouer au Maroc, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir s'accommoder du pays en fonction des différentes trêves, du climat aussi. Et c'est vrai que le Maroc, ils ont pas mal ils ont des machines de guerre, comme tu disais, hein, que ce soit même offensivement, parce vous parliez de l'aspect défensif, mais offensivement, c'est quand même une grosse armée, que ce soit Ben Seguir, que ce soit Iganam qui est en train d'exploser quand même à Lille. Je pense que la pression peut être déstabilisante. Moi, je pense que oui, et je pense que justement, c'est comme ça que d'autres équipes, comme le Mali par exemple, vont essayer de pouvoir profiter, de soit pouvoir tirer des points, donc par exemple chercher un match nul, ou même pouvoir surprendre, parce que le Mali quand même est une équipe surprenante. Enfin, là, je ramène la chose à nous. On va y arriver parce que je pense que ce sera notre outsider, le Mali. Ouais. Voilà, mais juste avant quand même, finir cette histoire de pression, Hamza, il y a un exemple très récent en fait, c'est la Côte d'Ivoire. Exactement. La Côte d'Ivoire chez elle, il y a moins de 2 ans, pression de Maboul, et ils ont failli se faire dégager sans un concours de circonstances incroyable, faut le rappeler. Ce qui est terrible, c'est qu'au final, ils ont gagné. Sur ces matchs-là, même si aujourd'hui on est sur une Coupe d'Afrique où les 2 premiers se qualifient et les 4 meilleurs de troisième se qualifient, mais c'est vrai que la moindre contre-performance d'un pays à domicile avec la pression populaire qu'il y a autour, ça peut se retourner. Rappelez-vous la Côte d'Ivoire qui remporte le match d'ouverture, mais qui derrière perd sur un penalty, je crois, de Trostekong face au Nigeria, avant de cette fameuse lourde défaite face à la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. Et là, pour le Maroc, le match le plus important, là aussi, c'est totalement bateau, mais je pense en tout cas que le match le plus important pour la sélection marocaine, c'est le match d'ouverture face aux Comores. Ne pas se planter sur ce premier match d'ouverture. Et surtout que les Comores, c'est une équipe que moi, en tout cas, je trouve qu'ils aiment ça. J'ai l'impression que c'est une équipe qui aime justement affronter des gros, mettre la pression, être le petit outsider, vraiment, le petit poussé décomplexé, comme un... Alors, on va y venir. L'outsider du groupe, bon, je pense qu'on peut dire que c'est le Mali. Hamza, là, avant classe, nous confirme ça. Il nous dira pas que c'est le favori quand même. Non, je vais pas dire ça. T'en es pas là. Mais bon, le Mali reste une écurie impressionnante sur le plan africain. Et puis, à chaque fois qu'on parle du Mali, on en arrive toujours à la même histoire. Ouais, ok, c'est bien, mais quand est-ce qu'ils vont réussir un truc? Quand est-ce qu'ils vont gagner une CAN? Quand est-ce qu'ils vont aller à une Coupe du Monde, etc. C'est un peu toujours la même ritournelle. Hamza, est-ce que tu as l'impression que cette année, il y a un petit truc en plus ou je vais pas me faire que des amis et je vais demander la validation, la confirmation ou non de l'AS. Mais moi, le Mali, en fait, je suis descendu du train. En fait, depuis sur les 3, 4, 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations, sans même parler de la génération Sédou Keïta, Diarra, etc. Mais juste sur cette génération-là, même si elle est renforcée encore par des jeunes, à chaque fois j'attends le Mali. Encore une fois, il y a 2 ans, j'avais fait du Mali avec l'Afrique du Sud, ma grosse surprise pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient tout en main, un quart de finale face à la Côte d'Ivoire, tu mènes 1-0, tu es en supériorité numérique, et là aussi la gestion des émotions, je ne sais pas quel est le problème, mais sur cette Coupe d'Afrique, pour en revenir à 2025, j'ai justement, je pense, en attendre un peu moins du Mali, histoire de ne pas être déçu comme c'est le cas à chaque fois. Là, encore une fois, Coupe du Monde à 9 pays africains plus un barragiste, le Mali ne se qualifie pas, ne serait-ce que pour les barrages, alors que c'était justement la sélection où tu te dis elle va bénéficier de cet agrandissement, de cet élargissement du nombre de pays participants. Mais le Mali ne parvient pas non plus à se qualifier. Dans une poule, oui, il y avait le Ghana, il y avait aussi les Comores, il y avait aussi Madagascar, et malgré ça, ils ont été en difficulté. Donc moi, le Mali, je vais mettre un léger frein à main, je vais attendre de voir le premier tour avant de m'enthousiasmer de nouveau comme c'était le cas ces dernières années autour du Mali. Bon là, si tu devais nous présenter un peu la sélection là, qui va à la CAN. Déjà pour répondre à ce que dit Hamza, je pense que tu fais bien. Je pense que tu fais bien et je pense que c'est l'état d'esprit de beaucoup de Maliens aussi à l'heure actuelle. Le Mali, on en attend beaucoup, très souvent, et malheureusement, souvent on est déçus.
Mais pour présenter un peu l'équipe, bah, on a fait un parcours de qualification assez correct. Je vais dire correct parce que normalement, pour moi, on avait une poule des qualifications dans laquelle on devait surnager. Et enfin, pas malheureusement, on est quand même passé premier, on n'a pas perdu, néanmoins. Mais on sent qu'il manque ce truc. On n'a pas l'impression que ce sont les bons joueurs alignés. À un moment, il y avait un conflit par rapport aux joueurs. Il y avait des frondeurs, des joueurs qui ne voulaient plus venir en sélection parce qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des petits détails, mais c'est ces petits détails-là qui sont importants justement pour pouvoir gagner une compétition. Donc du coup, comme disait Hamza, pas mal sont descendus du train, même côté malien. Et bah, on attendra de voir sur cette prochaine CAN, mais on en attend moins. Et peut-être que justement, ils vont nous surprendre à ce moment-là. Et c'est tout ce qu'on demande. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Notre troisième catégorie, quel est le coach à mettre en avant dans ce groupe? Alors, moi, je pense que Regragui, on sait à peu près tout de lui. On a fait 15 000 interviews avec Regragui, qui est d'ailleurs très ouvert, contrairement à beaucoup de sélectionneurs, à dialoguer sur son boulot et tout. C'est très, On le voit très, sur ses très agréable. conférences de presse, Ouais. il n'hésite pas à en parler. Exactement. Donc, bravo Walid, qui peut-être d'ailleurs vit sa dernière compétition avec le Maroc, d'ailleurs. En petite parenthèse. Mais est-ce que notre ami belge, sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet. le bon Tom, ancien sélectionneur de la Gambie, qui avait des bons résultats avec la Gambie, est-ce que ce serait pas lui le coach à mettre en avant dans ce groupe? Je pense pas. Ah, toi tu l'aimes pas, toi. Non, c'est pas que... non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que en fait, déjà on va dire, bon après ça c'est par rapport à son travail, hein, mais au Mali il est pas beaucoup apprécié, notamment par rapport à ses propos. Il se compare beaucoup à l'ancien sélectionneur, donc ça pose un peu problème. Eric Schell en l'occurrence. Exactement. Donc ça pose un peu problème et des fois c'est peut-être vu un peu comme une certaine obsession. C'est-à-dire que même là, la dernière fois, il a fait une communication que je trouve un peu maladroite, notamment dresser un bilan par rapport aux points gagnés, aux buts marqués, aux buts encaissés pour dire qu'il fait un peu mieux que les précédents coachs. Mais ça va pas, ça aide pas. Surtout si il y a une CAN qui arrive. Est-ce qu'il fait bien jouer l'équipe? Bah justement, un peu moins bien. Un peu moins bien. Après, c'est vrai qu'on peut se faire tromper dans le sens où 6-0 contre Eswatini, moi je trouve que c'est un score ça me surprend pas. Oui, c'est normal. La plus large victoire du Mali sur les 50 dernières années, disait Exactement. Mais pour moi, c'est normal. Enfin, entre guillemets, hein, oui, ça pouvait être 5, 6, 4, mais c'est normal de battre Eswatini. Oui, quand t'es le Mali, c'est normal. Exactement. Mais justement, et c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à se satisfaire de certaines choses, pendant que moi, je pense qu'on doit chercher plus, justement. Un bilan, ça doit être fait après une compétition. On ne peut pas faire un bilan sur des phases qualificatives. Parce qu'en soi, dans les faits, il a qualifié le Mali. Donc, tu veux dire, c'est là qu'on va savoir ce qu'il vaut vraiment, quoi. Exactement. Et là, peut-être qu'on pourra le mettre en sélectionneur à mettre en avant. Mais on ne peut pas dresser un bilan avant une compétition quand d'autres ont déjà fait une compétition. Alors, le coach à mettre en avant, j'ai une petite info zambienne, tiens, qui vient de m'arriver, figure-toi. On enregistre parce que, en fait, la Zambie n'a plus d'argent. Donc, ils sont ruinés. Elle a fait des zambiennes, il n'y a plus de thunes. Donc, ils ont eu un peu d'argent du ministère. Et le ministère a dit, nous, on est prêt à mettre un peu d'argent, mais on veut un staff 100% zambien. Donc, là, j'ai pas le nom du sélectionneur zambien, mais enfin, voilà. En tout cas, c'est peut-être pas lui qu'il faudra suivre spontanément comme ça. Moses Chichone. Vu les galères zambiennes économiques du moment. Hein. Ouais, c'est Moses Chichone qui a été placé à la tête. Et effectivement, le staff avec d'anciens joueurs internationaux. Andrew Sinkala et Percy Moutapa. Pour revenir sur le coach, justement, moi j'attendais Tom Saintfiet et je voulais l'évoquer justement dans cette attente de compétition, de confirmer par rapport à toutes les déclarations qu'il a pu avoir. Je vois la déclaration que tu évoques sur ses moyennes, c'était la moyenne de buts par match, moyenne de points par match, pardon, 2,25, ce qui est le meilleur selon lui de l'histoire du Mali depuis 2002. Mais effectivement, même s'il récupère aussi le travail d'Eric Schell sur la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026, c'est sous Tom Saintfiet qui a eu quelques contre-performances, le match nul face à la Centrafrique qui coûte aussi des points dans l'optique d'une qualification pour la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup de Tom Saintfiet. Après, il y a aussi un autre coach, c'est Stefano Cousin, l'Italo-Canadien, le sélectionneur des Comores, parce que pour moi, c'est aussi un outsider de ce groupe. Rien à voir avec Daniel Cousin. Pas à ma connaissance, l'international, ancien international gabonais. Mais oui, pour revenir sur Cousin, lui aussi c'est un homme qui connaît le football africain. Il a été sélectionneur du Congo, du Soudan du Sud, il y a encore de cela quelques années. Et c'est lui qui incarne finalement ce nouveau projet
autour de cette sélection des Comores. On se souvient de cette Coupe d'Afrique assez folle en 2021, ce 8e de finale face au Cameroun, où ils ont joué sans gardien de but. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Mais les Comores, on rappelle en plus sur leur campagne de qualification Coupe d'Afrique, ils ont terminé en tête devant la Tunisie. Donc ça place quand même une progression encore d'une sélection. C'est quand même une inconnue un peu les Comores là, parce qu'ils n'étaient pas à la CAN d'avant. Oui. Donc il y a eu la hype comorienne effectivement d'il y a 2 CAN en fait finalement. C'est ça. Et là on sait pas trop quand même comment. Mais ils étaient pas loin. Enfin, ils étaient pas loin de la qualification. À un moment, ils ont cru avec Madagascar, avec le Mali, avec le Ghana dans cette lutte à 4 pour aller chercher une place en Coupe du Monde ou au moins en barrage. Jusqu'à 2 journées de la fin, les Comores étaient dans la lutte. Et il y a 2 défaites à Abidjan face à Madagascar et celle au Ghana qui condamne les chances des Comores, qui a eu le renfort ces derniers mois de binationaux. Je pense à Zaidou Youssouf qui fait du bien au milieu de terrain. Il y a le retour d'El Fardou qui est le meilleur buteur, El Fardou Benabouane, l'ancien attaquant de l'Étoile Rouge, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui était longtemps blessé, qui joue en D2 serbe, mais qui a fait son retour lors de la trêve internationale du mois d'octobre et en novembre. Et puis, je parlais des éliminatoires, il faut rappeler aussi que les Comores n'ont joué, à part les 2 premières journées, mais ils n'ont pas joué de match à domicile parce que le stade n'était pas homologué. Et là, la trêve internationale de novembre, ils ont joué 2 matchs amicaux, je crois, face à la Namibie, avec un stade plein sur ces 2 matchs, parce que ça faisait 2 ans que les Comores n'avaient plus joué à domicile. Donc pour toi, le coach à mettre en avant, c'est lui. On va parler, on va dire des Comores, on verra. Et puis, si je peux rajouter un peu sur ce qu'il dit, c'est vrai que les Comores se sont pas mal renforcés par rapport aux 2 dernières CAN, avec pas mal de binationaux, notamment Vita ou Ahmed Omari qui n'était pas là aussi aux précédentes, Zaidou Youssouf. Et je crois que Rafiki Saïd non plus n'était pas là en 2022. Donc maintenant, c'est devenu leur attaquant, on va dire, star. C'est quand même... Et Miziane Maoulida aussi qui est là maintenant. Donc ça va être une équipe changée. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui aime bien justement aller titiller les gros pour les embêter, quoi. Et sur un match d'ouverture face au Maroc. Donc ce que vous me dites là, c'est que le match d'ouverture, il ne va pas être si déséquilibré qu'on pourrait le penser. Non, pour moi, il ne sera pas déséquilibré. Encore une fois, la Coupe d'Afrique, c'est la compétition de l'humilité. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prédire un 5-0 avant n'importe lequel des matchs sur la phase de poule. Maintenant, je pense que les Comores, c'est le profil type d'une équipe qui peut embêter le Maroc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont battre le Maroc et qu'ils vont prendre des points au Maroc, mais sur le contenu, sur 90 minutes, c'est une équipe qui peut embêter le Maroc. Catégorie suivante, quel est le joueur à suivre dans ce groupe, Las? Est-ce que tu as un Malien, toi? Tu nous dis, tiens, lui, suivez-le, c'est mon petit pari. Kamori Doumbia. Je pense comme vous deux, je pense. D'accord. Moi, j'avoue que j'ai un fait pour Kamori Doumbia. Il est quand même, je pense en sélection, il a entre 12 et 13 buts. Le record, c'est 25, c'est Seydou Keita. Il a que 22 ans. Donc, c'est le joueur à suivre. Ouais, il fait encore 10 ans en sélection. Exactement. Et encore, je lui donne peut-être... On va enregistrer de toute façon ces images-là, mais je lui donne peut-être 5-6 ans avant de battre le record de Seydou Keita. Et je pense que c'est le joueur à suivre dans le sens où c'est notre leader offensif. C'est le joueur qui sait mettre en place nos actions. C'est le joueur qui est capable d'aller finir aussi nos actions, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas la réputation d'avoir eu des grands attaquants depuis Kanouté ou Diabaté. C'est un maestro. Lui, il n'est pas grand du tout même. Non, du tout, mais il a marqué un but de la tête ce week-end. Donc, c'est un maestro et moi, en tout cas, de notre côté, c'est notre joueur à suivre. Et je pense que même les adversaires, ils sont au courant que beaucoup de nos circuits et de notre jeu passent par lui. Bon. C'est intéressant parce qu'on pourrait citer plein de joueurs marocains, on les connaît tous par cœur. On va pas dire joueur à suivre Hakimi, surtout qu'en plus il devrait pas jouer le début de la compète. Bon, bref. C'est une incertitude. Donc oui, c'est plus intéressant d'avoir des joueurs comme Doumbia. Moi, c'était mon joueur à suivre aussi. C'est toi aussi ton joueur à suivre. Oui, Kamori Doumbia, mais tout a été dit. Effectivement, Kamori Doumbia, moi, c'est vraiment un joueur. Tu payes ta place pour voir ce type de joueur hyper créatif, qui a une qualité de pied, une qualité de passe, qui marque aussi des buts. Tu évoquais la stat en sélection. Effectivement, je crois qu'il est dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire. Tu dis 5-6 ans, dans 2 ans, il peut le battre, ce record. Donc, c'est un joueur qui se retrouve souvent en zone de finition. Donc, Kamori Doumbia, joueur à suivre. Et puis, en révélation, j'ai un joueur du même profil et je l'ai mis dans révélation parce que en fait ce sont 2 joueurs, que ce soit Kamori Doumbia ou le joueur que avant la évoquer. Révélation, personne me cite Sangaré. J'allais y venir. Ouais. C'est vrai. Mais moi, justement, quand il parlait de révélation, parce que tu vois la dynamique. Je pensais qu'on parlait de lui. Mais le problème, c'est que, comme je vous disais, même au Mali, on est un peu dubitatif par rapport au choix de Saint-Fitz parce que Sangaré, c'est un récupérateur, on le voit à Lens. C'est une machine à laver. C'est peut-être le meilleur Lensois depuis le début de la saison. Avec les Aigles du Mali, on peut le retrouver ailier droit. Ah. Et c'est sur ce genre de choix qu'on est on craint un peu. Mais bon, je pense qu'un Sangaré à sa place, ça peut instaurer un très bon milieu de terrain.
Surtout qu'au Mali, il y a une concurrence, mais ça a toujours été le cas. C'est déjà le cas il y a 2 ans. Ouais. Il y a tellement de joueurs dans l'axe entre Koulibaly et Aliou Dieng que j'aime beaucoup, mais qui, bon, malheureusement, il n'a pas la carrière que j'espérais pour lui. Et en fait, il y a tellement de milieux axiaux que j'ai l'impression que tu es obligé d'en faire jouer certains à des postes qui ne sont pas les leurs. Exactement, mais après, le souci, c'est que, justement, comme tu disais, on a pas mal de joueurs au milieu de terrain, mais lorsqu'on regarde les dernières listes, bah, le Mali sélectionne 4 ou 5 milieux. Or qu'on a peut-être mieux, déjà en termes de joueurs sélectionnés, et même en termes de quantité, on peut prendre plus. Mais on va dire que Tom Saintfiet, il opère plutôt avec pas mal de joueurs offensifs. La dernière liste, il en a convoqué 8 ou 9. Et donc, c'est ça à voir. Après, ça dépend aussi de son système. Mais c'est vrai que le Mali, en tout cas, nous, la meilleure chose sur laquelle s'appuyer, c'est le milieu de terrain. Et c'est aussi pour ça qu'on est un peu dubitatif par rapport au jeu de Tom Saintfiet. C'est que nous, de base, on a un style de jeu assez technique. On a des joueurs qui sont issus de l'académie Jean-Marc Guillou. Donc, c'est balle au pied. C'est je ressors vite, je suis disponible, je fais des appels. Et là, bon, comme tu disais, il nommait Aliou Dieng. C'est pas un joueur créatif comme ça. C'est un joueur qui peut te faire la police, qui est là à la bagarre du milieu. Mais du coup, on change un peu de nature de jeu. Et du coup, on va voir aussi ce que ça va donner. Peut-être que c'est ce qui pourra faire quelque chose aussi à la CAN. Qui est le gardien du Mali? Bah, c'est Djigui Diarra, mais Samassa est revenu récemment. Et notamment sur le dernier match amical, il y a eu une mi-temps avec. Samassa qui est à Laval. Exactement. Il y avait Samassa en deuxième mi-temps. En première, il y avait un autre gardien. Djigui Diarra, il revient en sélection. Donc on verra bien. Mais normalement, ça devrait être Djigui Diarra. C'est lui le capitaine même habituellement, mais Samassa est performant à Laval et il a une qualité Je en te pose plus. la question parce qu'il y a souvent eu des problèmes de gardien. Exactement. Et Ouais. Samassa fait 2 mètres, Djigui Diarra fait moins d'1m80. Et puis un autre joueur qu'on n'a pas cité, c'est Bissouma, évidemment, qui fait partie de ces joueurs, mais bon, on le connaît déjà. S'il arrive à y être, parce qu'il est blessé actuellement. Là, je pense que récemment, on a vu un peu ses postes. Il est au Qatar pour essayer de se remettre justement de sa blessure. Donc, on espère l'avoir parce que c'est notre capitaine, c'est notre vrai capitaine. Donc, mais je pense qu'il devrait être là, mais peut-être on est un peu dans le même cas que Hakimi dans ce cas-là. Donc, ton joueur révélation. Ismaël Saibari, qui est un milieu de terrain marocain hyper créatif. Il est aussi très polyvalent, que ce soit en numéro 8, numéro 10. On peut le voir sur les côtés aussi, même si vraiment, dans son club au PSV Eindhoven, il occupe la position de numéro 10 derrière l'attaquant. Mais en sélection, il y a une telle concurrence. Milieu axial, ailier droit, ailier gauche, qu'en fait Walid Regragui le fait jouer un peu partout, mais c'est un joueur qui généralement sur ses rassemblements, ses 3-4 derniers rassemblements, il est titulaire un match sur 2, et l'autre match il entre souvent en cours de jeu, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais ouais, Saibari c'est vraiment un joueur hyper créatif, et au-delà de cette concurrence, c'est un joueur qui marque beaucoup. Avec le PSV Eindhoven, c'est déjà 10 buts cette saison, alors qu'on parle d'un milieu de terrain, et peut-être qu'il va encore marquer avant la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère le voir titulaire. Avec Brahim Diaz. J'espère le voir titulaire. Maintenant, voilà, en fait, il y a tellement de concurrence, on peut les citer. Si tu parles des milieux axiaux avec Amrabat qui semble indéboulonnable, tu as Ounahi, El Ainaoui, El Khanous, Ben Seguir qui peut occuper un rôle aussi un peu plus axial, Brahim, tout ça plus Saibari avec 2 places finalement de libre. Si tu parles des 2 côtés, tu as sur le côté gauche Ben Seguir qui peut retrouver cette position, tu as Abdel Zalzouli aussi, Sofiane Diop qui a été rappelé, Brahim qu'on peut retrouver à droite ou à gauche, Sahraoui le Lillois, Amin Adli, sur le côté droit tu as du Talbi. En fait, il y a peut-être 12, 13, 14 joueurs pour 4 positions où peut jouer Ismaël Saibari. Je pense qu'il va débuter certains matchs. Je ne sais pas s'il va tous les débuter, mais à mes yeux, ça peut être une révélation. En plus, il a eu un parcours, une formation assez particulière. Il est né en Espagne, mais il s'est formé en Belgique. Il est parti chez les clubs de jeunes à partir de 6 ans en Belgique, avant de se retrouver au PSV Eindhoven. Et c'est aujourd'hui au PSV qui brille. Mais Ismaël Saibari, ce sera ma révélation. Tu as une révélation là, c'est peut-être malienne Oui, Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré, dans le sens où c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément. Je pense que même à Lens, beaucoup de supporters ne le connaissaient pas. Ouais, pour moi, c'est plus une révélation. Il est révélé. Non, mais je vais dire une révélation peut-être sur la scène continentale. Parce que pour ceux qui suivent la Ligue 1, bien évidemment. Mais c'est pas tout le monde, même au Mali, c'est pas tout le monde qui sait que c'est un joueur qui peut être une révélation pour nous. Pour moi, un poste de récupérateur avec sa technique, au Mali, on l'appelle gaucher, justement, par rapport à ses qualités techniques, les occasions qu'il peut créer. Et je pense qu'avec une association, comme je disais tout à l'heure, avec Kamori Doumbia et peut-être un El Bilal Touré devant en pointe, ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est un joueur qui est assez sobre, technique, mais aussi élégant et classe à la fois. Et je vais pas trop m'avancer, je pense que vous êtes peut-être d'accord par rapport à ça. Il y a du Seydou Keita en ce joueur.
On a assez peu parlé de la Zambie. Bon, évidemment, on a expliqué qu'ils étaient un peu en galère et qu'ils ont changé de coach et tout. Vraisemblablement, ça semble sur le papier comme ça être l'équipe la plus faible du groupe. Hein. Ouais, éliminé au premier tour en plus il y a 2 ans, dans le groupe du Maroc, déjà. Donc, c'est un peu compliqué quand même pour le Maroc en Côte d'Ivoire affronter la Zambie. Je crois que ça s'est joué à 1-0, un penalty. Il me semble. Ou peut-être pas un penalty, mais une victoire du Maroc 1-0. Je voulais dire un mot de l'ordre des matchs, les gars, avant qu'on se quitte, parce que il y a le Maroc-Comore, match d'ouverture le 21. Le lendemain, donc, le premier match du Mali face à la Zambie sera à Casablanca. Et puis, alors, le choc Maroc-Mali sera en deuxième par ordre d'apparition. C'est important, l'ordre des matchs, toujours dans la phase de poule, bien sûr. Parce que si les deux équipes gagnent leur premier match, déjà, tu seras peut-être éventuellement dans une sorte de calcul. Un match nul, ça pourrait suffire, avec les meilleurs troisièmes. Donc, Maroc-Mali sera le 26 décembre à Rabat. Et puis, Zambie-Maroc et Comore-Mali le 29 pour les derniers matchs de poule. Donc, on va dire que c'est un ordre de match pour le Mali qui est pas mal. Pas mal. Mais je pense que le Maroc va être notre plus grand test et c'est ce que les Maliens aussi attendent. On veut se voir affronter une grosse équipe pour savoir ce qu'on vaut vraiment. Je pense que contre la Zambie et les Comores, je ne suis pas très inquiet. On a joué les Comores pas mal de temps ces derniers temps. 2 fois 3-0. 2 fois 3-0 sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais c'est vraiment ce match contre le Maroc qu'on attend énormément et ça nous permettra de savoir ce qu'on vaut. Las, merci. Donc, on conseille de suivre évidemment toutes tes productions, les aigles du Mali. Et tu as un podcast aussi. J'ai un podcast de football africain qui s'appelle le Yellen Football Show. Donc, je vous invite à aller suivre sur YouTube. Comment tu l'écris, Yellen, pour que Y-E-E-L-E-N comme Nicolas. Yellen Football Show. On interviewe pas mal d'anciens joueurs africains, des joueurs actuels. Et c'est un podcast sans filtre. Dans le calme, dans un bon cadre, et je vous invite à aller suivre ça. Merci d'être venu, et puis on se voit peut-être à la CAN, du coup. On se verra, Inch'Allah. Ça marche, salut Las, et bien sûr n'oubliez pas, les autres groupes sont également disponibles. Les podcasts sont en ligne, donc allez découvrir également les enjeux des autres poules de la CAN. RMC After Afrique.